Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de mes coups de cœur de 2025. Désolée pour ma tête fatiguée, mais je suis malade pour la troisième fois depuis septembre, c'est merveilleux. Que voulez-vous, c'est les allergies. Et donc je vais vous parler de plusieurs coups de cœur. Il y en a au final, je trouve, eu quand même pas mal. J'ai eu plus ou moins 10 coups de cœur sur presque 50 romans, donc ça fait quand même un beau ratio, je trouve. En tout premier, je vais vous parler très rapidement du Lièvre d'Amérique écrit par Mireille Gagné. Donc à chaque fois, ce que je ferai, c'est que dans le coin de l'écran, je vous redirigerai vers la vidéo où j'ai parlé plus en détail à chaque fois des romans, parce que je vais pas autant en parler là dans cette vidéo, parce que le but c'est quand même de faire assez court pour vous montrer quels romans vraiment j'ai beaucoup aimé et du coup lesquels je vous recommande impérativement de lire pour 2026, parce que pour moi ils méritent clairement d'être lus par tout le monde. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, en fait pour moi c'est juste une question de expérimenter des choses, même si c'est des romans qui parfois sont pas trop dans votre came, que c'est pas trop votre genre de prédilection ou autre. Je trouve que c'est bien parfois aussi de lire des choses qui justement ne nous auraient pas forcément intéressés ou plu. Mais donc très rapidement, de quoi ça parle Le Lièvre d'Amérique? On est sur un roman très très court qui peut se lire honnêtement en 2 heures. Parce qu'il fait à peine plus de 100 pages, il est écrit gros. Et puis surtout en fait, le roman lui-même a un rythme très rapide, très saccadé. Ce qui fait que ça fait que non seulement il est court, mais en fait il se lit super vite. On a des phrases très courtes. C'est un ouvrage qu'on peut lire en mode j'ai pas le temps en fait, je vais lire un truc rapidement, ou je me suis lancée dans un challenge où il faut lire plein de romans. Ah bah celui-là, il peut rentrer dedans, allez-y foncez. Mais donc c'est un roman qui se passe dans une société qui est très similaire à la nôtre, qui est plus ou moins un futur un peu lointain, mais en même temps un peu proche. Et on va avoir 3 temporalités, ou du moins 3 points de vue différents. On va avoir grosso modo un chapitre un peu de type page Wikipédia où on va apprendre des choses sur le Lièvre d'Amérique. Pourquoi ça, vous le verrez très vite. Deuxième chapitre, donc deuxième type de temporalité si je puis dire, on a le passé de Diane, qui est donc l'héroïne du roman, donc son enfance. Et puis, troisième temporalité, et puis on pourrait même dire quatrième, on a le moment présent, c'est-à-dire là maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la vie de Diane, mais on a aussi un léger témoin 1. En fait, on a le témoin 2 où c'est vraiment son enfance, témoin 1 pas très longtemps avant le présent actuel, donc avant le T0. Et donc Diane va tout simplement subir, mais elle est consentante, hein, c'est elle qui fait cette demande, une mutation génétique où justement on va insérer via une petite piqûre des gènes du Lièvre d'Amérique en elle. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui n'a aucune vie sociale, vraiment. Elle n'a pas d'amis, elle ne parle plus à sa famille. Tout ce qui compte dans sa vie, tout ce à quoi son cerveau pense de manière générale, c'est le travail. Et elle ne vit que pour le travail, mais c'est pas forcément quelque chose qui lui fait plaisir, hein. Elle se tue au travail, mais parce qu'en fait elle n'a que ça à faire et parce qu'en fait elle est malheureuse, très malheureuse. Et en fait, comme elle est complètement aliénée et qu'elle ne veut vraiment être tout le temps toujours plus performante, toujours faire mieux, qu'elle se compare en plus aux autres, qu'il y a notamment une collègue qui a l'air d'être très douée dans son travail, qu'elle a l'impression que du coup, ah ça y est, elle est moins bonne qu'elle et que non, mais il faut qu'elle soit meilleure qu'elle, enfin bref. Elle va faire ça parce que le Lièvre d'Amérique, et vous verrez en lisant les pages de type Wikipédia, a des gènes qui, pour son travail, seraient extrêmement bénéfiques, que ce soit l'hyperactivité, l'énergie, ce genre de choses. Sauf que, évidemment, ça va pas se passer comme prévu, et je n'en dis pas plus. À vous de découvrir, de voir de quoi ça parle. Mais en fait, c'est un roman super intéressant parce qu'au niveau des thèmes, en fait, on a forcément l'aliénation au travail, qui est très intéressante. Parce que ça questionne un peu aussi notre façon de travailler aujourd'hui. Et ça questionne un peu aussi l'efficacité de tout ça, la réelle valeur du travail, mais aussi et surtout la relation de l'homme avec la nature avec un grand N et l'homme avec un grand H. Et en fait, tout ça est en lien, et vous allez très vite comprendre pourquoi. Et on a donc un style de narration très particulier qui, je sais, peut ne pas plaire à certaines personnes, peut dérouter, peut être considéré comme trop simple, donc limite mauvais. Je le sais parce que quelqu'un me l'a dit, enfin, quelqu'un qui l'a lu avec qui j'en ai discuté. Donc ça peut dépendre en fait du ressenti. Moi je trouve pas ça mauvais. Je trouve que justement c'est un style en fait qui est assumé
et qui surtout apporte quelque chose. C'est pas juste parce que, je sais pas, imaginons l'écrivaine ne sait pas faire de phrases ou ne sait pas faire de grandes phrases éloquentes. Non, il y a un but derrière, et pour moi, c'est justement s'il n'y avait pas ce genre de phrase, le roman n'aurait pas la même saveur, si je puis dire, et n'aurait pas le même impact sur le lecteur, je trouve. C'est vraiment, ça va ensemble et ça ne peut que fonctionner comme ça. Voilà. On continue avec encore un autre roman de Mireille Gagné, donc cette fois-ci Frappe à bord, qui cette fois-ci est un roman qui part sur une autre ligne directrice. On a toujours l'aliénation au travail, mais en fait là le vrai thème principal c'est la nature et grosso modo le réchauffement climatique. Voilà, c'est-à-dire l'urgence absolue de faire quelque chose parce que la planète est en train de mourir à petit feu. Donc là on est dans un futur très proche. C'est vraiment un roman d'anticipation, donc ça anticipe ce qu'il pourrait se passer dans les années ou décennies à venir. Et donc on va suivre, pareil, on a trois types de points de vue si je puis dire, dont 2 temporalités. On a le point de vue du frappe à bord, en français les temps en fait. Donc, vous savez, ces sortes de mouches qui, quand elles vous piquent, en fait, elles vous arrachent en même temps un peu de la chair, ça fait très mal. Donc, le point de vue du frappe à bord. Donc, on donne un peu comme une conscience à l'insecte et c'est très intéressant. On a le point de vue de Théodore qui est donc dans ce fameux futur proche, qui est aliéné dans son travail, très malheureux, dépressif, un peu comme Diane. Mais c'est pas quelqu'un qui cherche à être performant au travail. Lui, il se tue au travail juste parce que, en fait, comme il n'a rien d'autre à l'extérieur qui, en fait, lui donne réellement, par exemple, l'envie de vivre ou, en fait, l'envie de quoi que ce soit, il travaille jusqu'à tuer son corps, en fait, et son mental. Voilà, c'est vraiment la dépression totale. Vraiment, c'est très triste. Et on a le point de vue de Thomas, mais cette fois-ci, ça se passe en 1942 et c'est inspiré d'une histoire vraie qui est glaçante, qui est que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des essais dans des laboratoires top secrets pour créer une arme bactériologique. Voilà. C'est affreux, mais c'est vrai, et pas que, il y a d'autres choses. Mais voilà, je vous laisserai lire ce roman pour découvrir. Évidemment, ces 3 points de vue, chapitres et temporalités se rejoignent, ont tous un énorme point qui les connecte, elles sont complètement connectées entre elles. Et je vous en dis pas plus parce qu'il y a plein de choses en fait qu'il faut découvrir par vous-même. On change un peu dans le style d'écriture par rapport aux lièvres d'Amérique et on change un peu de sujet même s'il y a beaucoup de similarités entre les deux. Mais là on est clairement, voilà, roman d'anticipation qui tire la sonnette d'alarme mais dont le but n'est pas juste et simplement de faire culpabiliser l'homme, de dire ah regardez ce que vous faites, c'est mal. Non, il y a quand même autre chose derrière ça. Donc c'est pour ça que je l'ai énormément aimé. Donc pareil, foncez, il faut le lire vraiment, c'était incroyable. Et contrairement au lièvre d'Amérique, que je pense que je ne relirai pas forcément dans un futur très proche, celui-là, il est fort probable que je le relise à nouveau en 2026. C'est pour vous dire. On continue avec Le Passeur, écrit par Lois Lowry, donc je l'ai lu en version originale, donc en anglais. C'est en fait un premier tome d'une saga de 4 romans, qui est censé être à la base un roman pour enfants. Donc un roman jeunesse, et en fait, oui et non, dans le sens où, oui, des jeunes enfants pourraient lire ce roman, sans être choqués ni rien, mais un adulte qui lit ce roman, en fait, lit une autre histoire, et une histoire franchement sombre. On est clairement sur une dystopie, et en même temps, on pourrait dire, sur certains aspects, un peu un roman d'anticipation, puisqu'il y a des choses qui, clairement, pourraient arriver dans nos sociétés. Dans les décennies à venir. Mais donc, on est dans une société où tout est contrôlé, si je puis dire, ou dicté par des règles très claires et assez strictes. Où en fait, tout le monde va avoir un rôle plus ou moins prédéfini dans la société et où par exemple, dès l'âge de 12 ans, on va dire aux enfants, bah toi, on a décidé, nous, le conseil des vieilles personnes âgées, là, que tu allais devenir charpentier. Donc voilà, maintenant tu as 12 ans, tu vas suivre dès maintenant une formation pour devenir charpentier et tu seras charpentier toute ta vie jusqu'à ce que tu deviennes plus ou moins un retraité. Et quand tu seras un retraité, on te mettra dans une petite maison. Et puis quand tu seras vraiment trop vieux, tu quitteras la zone, la communauté. Voilà.
Tu seras retiré. Par rapport au terme anglais, la traduction c'est plus ou moins tu seras retiré. Mais voilà, il y a toute cette question aussi de quand on est retiré, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on va? Est-ce que c'est qu'on est juste exclu de la société, de la communauté? Mais qu'est-ce qu'il y a en dehors de la communauté? Parce que pareil, on ne sait pas, parce que c'est très sectaire. Vraiment, il y a la communauté et rien d'autre. Et en fait, comme tout est conditionné par des règles très strictes, que tout est très fermé, en même temps, les gens ne cherchent pas à savoir qu'est-ce qu'il y a en dehors de la communauté. Et donc, nous, lecteurs, on ne sait pas et on se questionne un peu. Bref, donc plein de règles comme ça, pour vous donner quand même, pour vraiment vous montrer le côté un peu quand même tyrannique hein, sur certains points. Il y a aussi, par exemple, pour ce qui est de le cadre familial, pour les mariages, c'est un peu sélectif, hein, et puis surtout pour les enfants, eh bien, on ne peut pas concevoir soi-même un enfant. Il y a des mères pondeuses pour ça. Voilà, il y a des femmes à qui on a dit, bah toi, tu vas faire des enfants. Et donc toi, ta mission, c'est juste de te faire engrosser et puis bah, ensuite de donner tes enfants que tu ne pourras pas toi-même élever parce que tu ne sers qu'à ça, tu es une mère pondeuse. Et attention, je crois que tu n'en fais que 3, tu vas travailler dans les champs après. Et que tout le monde le dit, hein, ah, être mère pondeuse, ah, qu'est-ce que j'aimerais pas. Pouh, c'est vraiment de la merde quoi, situation de merde. Tu fais tes gosses, on te les retire et après tu vas travailler dans les champs. Mais ça, c'est adapté aussi pour des enfants parce que, en fait, moi je vous en parle comme ça, mais c'est pas présenté entièrement tel quel dans le roman parce que c'est écrit pour des enfants. Donc en fait, c'est ça qui est, je trouve fabuleux, c'est qu'un enfant ne va pas remarquer plein de choses ou ne va pas vraiment prendre conscience de tout ce qui est sombre et parfois même horrible dans le roman, alors qu'un adulte va s'en rendre compte et la façon dont c'est écrit, je trouve que ça rend le rendu 100 fois pire en fait. C'est pour ça que je recommande vivement à des adultes de le lire. Donc lisez-le en 2026, surtout que il y a plein de sujets qui sont quand même en lien avec certains questionnements d'aujourd'hui en fait. Parce que je vais pas rentrer plus dans les détails, si vous voulez vraiment en savoir plus sur cette vidéo, il faut aller voir celle où j'en ai parlé vraiment longuement, mais c'est super intéressant parce que ça questionne aussi sur le libre arbitre, le déterminisme et en fait aussi sur cette question de... Parce qu'en fait c'est un peu ça aussi le but de cette communauté, c'est d'éviter toute guerre, d'éviter tout problème. Et en fait, en faisant ça, ils censurent notamment l'histoire avec un grand H, ce qui s'est passé auparavant. Mais est-ce qu'en effaçant réellement la mémoire, en effaçant réellement le passé, ce qui s'est passé, les erreurs de l'homme, on empêche réellement l'homme déjà d'en faire à nouveau? Et surtout, est-ce que l'essence même de l'humanité n'est pas complètement perdue en faisant ça, puisque en fait, on est privé de libre arbitre? Tout est déterminé plus ou moins quasiment dès notre naissance. Au final, à quoi bon vivre si la vie n'a plus aucune valeur, enfin comment dire, même pas valeur, mais saveur quoi, où en fait au final on est même privé d'émotions parce qu'en fait on nous prive tellement d'une grande part de l'humanité, de ce qui fait l'homme, qu'au final il y a plein de choses qui disparaissent comme plein de mots et donc plein de sens et au final carrément des émotions où l'homme finit par ne plus pouvoir ressentir certaines émotions parce qu'il est privé de tellement de choses qu'il ne peut plus les ressentir. Bref, lisez-le, il faut le lire, il faut le lire. On continue avec un roman. En vrai, en soi, tous ces romans, faut vous dire, si c'est des coups de cœur, c'est que... Mais vraiment coup de cœur, c'est que je peux les relire. Et lui, c'en est un que je viens de relire, en fait. Donc, on est déjà sur une relecture, et il y en aura d'autres à l'avenir, hein, je pense. Voilà. Parce que ce roman a une place très particulière dans mon cœur. Donc, il s'agit de Normal People, écrit par Sally Rooney, que j'ai lu en VO, donc en anglais. C'est un roman irlandais, plus précisément. Et c'est un roman donc contemporain qui se passe dans notre société actuelle, voilà. Le but c'est pas, alors cette fois-ci on change un peu de cadre, on n'est pas là pour réfléchir sur oh là là le climat ou les gouvernements, ce genre de choses. Là on est plus sur les relations humaines entre elles. Et donc là on va se focaliser sur Connell et Marianne qui sont deux jeunes ados, donc deux jeunes lycéens au début de l'histoire qu'on va ensuite voir grandir et devenir des jeunes adultes qui se connaissent de par leur mère, puisque la mère de Marianne, qui vient d'une famille donc très aisée, emploie la mère de Connell, qui fait donc femme de ménage chez eux, et donc c'est par rapport à cette situation-là qu'ils se connaissent, puisque Connell vient souvent chez Marianne pour récupérer sa maman à la fin de son service. Donc une histoire jusque-là très basique, voilà.
Mais en fait c'est beaucoup plus complexe que ça et en fait c'est une énorme pépite parce que donc ces deux personnages là, vous en doutez, vont finir par développer une relation, sauf que c'est une relation très particulière qui va naître et se développer entre eux. Et en fait, pourquoi il faut lire ce roman? Parce que c'est l'un des romans que j'ai pu lire de toute ma vie qui, je trouve, réussit à la perfection à montrer des personnages et leur psychologie en fait. Ou juste, Ou en fait, même si c'est des personnages qui factuellement sont très différents de moi sur plein de points, tellement leur psychologie est bien amenée, bien développée et tellement réaliste et finement amenée, enfin, et l'immersion en fait, parce que parfois on est vraiment dans le... Alors en anglais c'est stream of consciousness, je sais plus comment on dit en français, mais passons, on est vraiment dans leur tête, on a toutes leurs pensées, comme si on était eux, et ben on s'identifie totalement et on comprend tout. On comprend pourquoi ils agissent comme ça, on comprend pourquoi ils sont comme ça, qu'est-ce qui a fait qu'ils voilà, ils se comportent ainsi. Et en fait, même s'ils font des choses, par exemple, sur lesquelles on n'est pas d'accord, qu'on n'aurait pas agi de la même façon, ou que ils ont des façons de voir le monde où nous, on les verrait pas comme ça du tout, on n'interprète pas comme ça, bref, et ben on comprend. C'est un roman d'une profondeur que je trouve géniale. Et pourtant, la plume n'est pas... je veux dire, on n'est pas voilà, sur des plumes de type Zola ou autre, mais la psychologie est juste incroyable. En fait, il faudrait juste que vous le lisiez pour comprendre. Peut-être que vous allez lire, vous allez me dire, c'est de la merde, Margot, qu'est-ce que tu dis? Soit, mais lisez-le au moins déjà, ce sera une très bonne chose. J'en ai beaucoup parlé en détail dans l'une de mes dernières vidéos, donc je vous recommande vivement d'aller voir si vous voulez vraiment avoir mon avis détaillé dessus, où j'en parle beaucoup mieux que là, où je suis complètement malade et où j'ai du mal à réfléchir. On continue, et je vais essayer de faire un peu plus court, avec Hollywoodland, écrit par Zoé Brisby. Donc là on est sur un roman français et historique. Donc c'est inspiré de l'histoire de Peg Entwistle, qui était une jeune actrice américaine qui à la base avait fait sa carrière dans le théâtre et qui s'est dit: là, le cinéma est en plein essor aux États-Unis, on est dans les années 30, j'ai envie de me lancer dans une carrière au cinéma. Voilà, j'ai envie de devenir une grande actrice, l'une de ces fameuses icônes d'Hollywood. Et donc, elle se lance là-dedans, elle tente sa chance, et en fait, bah, malheureusement, ça va être la descente aux enfers pour elle parce que elle va voir en fait tout ce qui se cache derrière les beaux sourires d'Hollywood. Et que en fait, toutes les personnes sont juste des petits pantins et que ceux qui tirent les ficelles, ce sont des hommes qui ont énormément de pouvoir et d'argent. Et elle va malheureusement en faire les frais. C'est un roman qui m'avait énormément plu, qui était très addictif, où vraiment on enchaînait les chapitres très très vite. Surtout que les chapitres sont très courts, donc ça aussi c'est une petite recette en général qui marche plutôt bien sur les romans quand ils sont bien écrits. Mais j'ai adoré et surtout... ce roman, par moment, et c'est aussi pour ça que je vous sténocide pour moi, a réussi à me faire ressentir du dégoût et à avoir même par moment un peu la nausée. Tellement c'est affreux ce qui est décrit et ce qui malheureusement était vrai pour ce qui se passait malheureusement pour beaucoup de femmes et ce qui se passe encore de nos jours. Donc c'est aussi pour ça que moi c'était une grande réussite parce que réussir à quand même à faire ressentir ce genre d'émotions ou carrément de sensations physiques en moi, faut quand même y aller. Et donc si un roman arrive à me faire ressentir ça, c'est que d'une certaine façon, il est quand même bien réussi. Parce qu'un roman qui arrive à faire ressentir des choses assez intenses chez le lecteur, c'est que quand même, il a un truc. Allez, on continue avec une dystopie à nouveau. Il y a pas mal de romans assez sombres dans mes coups de cœur, mais en même temps c'est un peu mes genres de prédilection, tout ce qui est dystopie, romans d'anticipation, j'adore ça. Et donc j'ai beaucoup aimé ce roman, donc écrit par Susan Collins, The Ballad of Songbirds and Snakes, qui est un Hunger Games, c'est un préquel plus précisément. C'est de tous les romans d'Hunger Games celui que j'ai le plus aimé. Cette année aussi j'ai lu le tout dernier Hunger Games qui est sorti là, le roman, où on suit Haymitch, et j'ai fait une vidéo, je l'ai détesté. C'était nullissime. Je sais que ça a beaucoup dérangé quand j'ai parlé de ce roman en mal par rapport à ma vidéo, des retours que j'ai eus, etc. Mais j'ai pas compris ce roman. Pour moi, en fait, il n'a rien à voir avec ceux d'avant,
ou ne serait-ce que celui-ci qui, je trouve, est celui qui est le mieux réussi. Où vraiment, ne serait-ce qu'au niveau de la plume, de l'écriture, je trouve que l'écrivaine a beaucoup progressé parce qu'autant la trilogie, on va pas se mentir, le style, c'est pas de la grande littérature. Hein. Et ben, avec ce roman, je trouve qu'il y a eu un progrès, mais énormissime sur la plume, ce qui fait que, notamment les personnages, la psychologie est beaucoup mieux réussie, beaucoup mieux développée, et donc les personnages sont marquants, mais pour de vrai. Et là, j'ai adoré parce que dans ce roman, justement, on suit le fameux président Snow avant qu'il devienne le président. Donc on va suivre en fait son adolescence et tout ce qui va faire qu'il va devenir le grand méchant que l'on connaît dans la série, enfin dans la saga du moins. J'ai adoré en fait, j'ai adoré au-delà de tout ce que ça apporte au niveau voilà, du lore, où on apprend plein de choses sur le Capitole, etc. En fait j'ai adoré le développement de ce personnage-là et comment en fait il était tiraillé justement entre faire le bien et faire le mal et en fait comment la société en elle-même, donc le Capitole, l'a poussé vraiment à prendre le mauvais chemin et à voilà, tomber du côté obscur de la force. Mais franchement je trouve que c'est celui qui est le plus réussi. On continue avec Mouse, écrit par Art Spiegelman et dessiné par Art Spiegelman puisqu'il s'agit d'une BD. D'une BD sur la Seconde Guerre mondiale, sur l'Holocauste. Et tout ça, c'est une histoire vraie, puisqu'en fait, il s'agit du témoignage de son père qui a été victime de l'Holocauste, qui donc raconte à Art Spiegelman tout ce qui lui est arrivé. Et Art Spiegelman retranscrit tout ça sur les planches. Et pour moi, donc c'est un roman à impérativement lire en 2026 si ça n'a pas encore été lu, parce que au vu de l'actualité du monde en 2025, je pense qu'une petite piqûre de rappel ne ferait pas de mal à beaucoup de personnes. Donc c'est un magnifique hommage à toutes les victimes, et puis surtout, ça partage en même temps un très beau message aussi de, comment dire, que les victimes en fait de l'Holocauste ne sont pas forcément justement empli de haine et en fait toute la résilience des victimes qui justement ont réussi à faire leur deuil et en fait à plus ou moins pardonner pour ce qui a été commis et à avancer en fait, à essayer de reconstruire une nouvelle vie malgré toutes les horreurs dont elles ont été victimes. Et c'est ça que je trouve super beau aussi, c'est qu'en même temps ça montre toute la résilience de l'homme en fait, que l'homme est capable malgré ce genre de choses à avancer en fait et à pas juste dépérir complètement. Et on termine avec mon dernier coup de cœur de 2025 qui en réalité a été mon premier coup de cœur de l'année 2025, donc c'est assez drôle de terminer avec celui-là. Mais donc j'ai lu Absolu, Les Mobilisés, écrit par Margot Dessen. En réalité j'ai lu toute la trilogie, mais le tome 1 a été mon favori. Voilà. Si vous entendez des petits bruits, c'est mon chat qui est en train de jouer. Donc on repart à nouveau sur une dystopie. Et oui, c'est reparti. Une dystopie française. Je l'ai adorée parce qu'il y avait un peu un côté en fait nostalgie, où ça m'a rappelé en fait toutes les trilogies c'était souvent des trilogies, mais toutes les sagas ou romans dystopiques que j'ai pu lire quand j'étais adolescente, les Divergentes, les Labyrinthes, Hunger Games, Enclave, Partial, enfin bref, plein de romans comme ça que j'avais adoré. Et en fait, je trouve qu'il y a un peu la même j'aime pas faire des anglicismes, mais la même vibe qu'on retrouve clairement. Mais ça quand même, ça se détache énormément et surtout ça reste quand même très authentique parce que ça apporte plein de choses qu'on n'a pas dans ces fameuses dystopies là. C'est pas juste un copier-coller quoi. Vraiment non, ça apporte autre chose. On a à la fois le côté donc très dystopique, mais en même temps beaucoup de SF et j'aime beaucoup la SF. Donc avec des modifications génétique, de la science, voilà, les robots aussi, les machines, plein de choses comme ça. Et donc j'ai adoré voir en fait ce que proposait l'écrivaine dans cette société qui est en soi notre société à nous, hein, c'est l'Europe à nous mais dans un futur assez éloigné, avec un progrès technologique incroyable et en même temps qui mène un peu aussi à la perte de l'homme, on va pas se mentir sur certains aspects, et en fait qui questionne aussi sur jusqu'où l'homme est prêt à aller pour toujours aller plus loin et aussi pour se transcender. Ce qui est intéressant aussi avec ce roman, c'est qu'on a beaucoup de points de vue. Alors ça dépend des tomes, mais on va avoir par exemple 7 narrateurs différents. Alors on pourrait se dire oulala, comment je vais faire pour lire tout ça, mais on s'y retrouve bien parce que justement les personnages
se distinguent quand même bien les uns des autres, ils ont chacun bien leur personnalité. Alors on va pas se mentir, c'est de la dystopie young adulte, donc c'est pour des adolescents et des jeunes adultes. Donc on a pas mal de personnages un peu caricaturés. Comme je savais que je m'embarquais dans ça, j'avais pas des attentes de oh je m'attends à la dystopie pour adultes, un truc très mature, tout ça. Enfin, je savais à quoi m'attendre. Donc en fait, ça m'a pas du tout dérangé. Et je me suis dit en fait, mais si j'avais lu ça quand voilà, j'avais 15-16 ans, mais ça aurait été toute ma vie cette saga parce que elle est superbe, je trouve, pour justement des adolescents et des jeunes adultes. Même si bon après pour des adultes, je pense que c'est plus trop adapté parce que entre les petites histoires d'amour qu'il y a parfois et ci et ça, bon, c'est vrai que voilà, c'est quand même pas trop adapté je trouve. En tout cas, si vous connaissez par exemple quelqu'un dans votre famille ou un proche qui aime beaucoup les dystopies, qui est assez jeune et qui n'a pas lu ce roman, offrez-le, la personne va adorer. Il y a plein de péripéties, il y a toujours des rebondissements, des révélations. Et c'est aussi ça que j'ai beaucoup aimé, je me rappelle de manière générale dans la saga, c'est que en fait, les rebondissements sont tous cohérents et crédibles. Que parfois, dans certaines histoires, surtout quand on commence à avoir plusieurs tomes, il y a quelques petits trucs qui sont un peu tirés par les cheveux, où on trouve ça un peu douteux, on se dit ouais, je suis pas sûre. Là, à chaque fois, c'est complètement cohérent, on se dit mais oh là là, elle a trop bien réfléchi, l'écrivaine, elle a pensé à ça et ça, enfin bref. Donc c'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment la qualité quand même du scénario. Ça y est, c'est la fin de ma vidéo. Je vous ai donc présenté tous les romans que j'ai adorés en 2025 et que je considère qu'il faudrait lire en 2026. Alors évidemment, ça dépend de vos genres de prédilection. Si vous détestez les dystopies, vous n'avez pas du tout ça, bon, je vais pas vous dire de lire une dystopie. Mais voilà, des romans en tout cas qui je trouve ont vraiment une grosse valeur littéraire, que ce soit de par leur histoire en elle-même, de par leur style d'écriture, de par la réflexion qu'elles apportent, qu'elles suscitent chez le lecteur, parce qu'il y en a qui vraiment, je vous le dis, m'ont beaucoup fait réfléchir et j'adore ça quand un roman me fait me questionner. J'espère que certains romans vous donnent envie, que vous allez en 2026 les essayer et que vous me donnerez des nouvelles, vous me direz ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si justement certains de ces romans-là vous les avez lus récemment et ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas également à me dire quels sont vos romans justement de 2025 et lesquels vous me conseilleriez, que ce soit parce que vous les avez adorés ou parce que vous pensez que par rapport à mes goûts littéraires, ça pourrait quand même bien me plaire. Merci d'avoir regardé la vidéo, d'avoir été jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme toujours, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à commenter, partager la vidéo, bref, lui donner le plus de visibilité possible. On se retrouve très bientôt. Ciao ciao!